Bonjour, dans cette vidéo, on va donc s'intéresser aux deux derniers points concernant la grille de lecture du monde via l'évolution. Et tout d'abord, nous allons montrer comment l'évolution permet de comprendre les risques liés aux pratiques médicales. Donc c'est très d'actualité. On vous demande à la page 227 de votre livre de proposer un schéma explicatif de la résistance aux antibiotiques en faisant apparaître le concept de sélection naturelle. Donc on va parler en grand A de la résistance aux antibiotiques et de son lien avec l'évolution. Ce graphique nous montre une grande flexibilité des génomes des micro-organismes et notamment des bactéries et des virus qui sont bien plus mutants. On mesure ici le taux de mutation par nucléotide répliqué que nos propres cellules, donc les cellules d'eucaryotes. Cette grande flexibilité des génomes, des bactéries et des virus entraîne une grande capacité d'adaptation à un environnement changeant, c'est-à-dire à un environnement dans lequel on fournit des antibiotiques par exemple, et donc une sélection naturelle qui peut se faire sur une échelle de temps courte, puisque les bactéries par exemple ont leur population qui double en environ 30 minutes, alors que nos cellules, bon, c'est variable d'un type cellulaire à un autre, mais possèdent une moyenne de doublement de 23 heures, donc ce qui est nettement différent. Contre les micro-organismes, il y a tout d'abord les défenses immunitaires, c'est-à-dire les anticorps et les cellules tueuses de l'organisme, mais aussi les antibiotiques qu'on peut apporter comme aide à l'organisme qui vont inhiber la multiplication des bactéries. On a ensuite les antiviraux qui empêchent les virus d'infecter l'organisme. Et enfin, la vaccination qui a un but préventif de stimulation des défenses immunitaires pour activer le mécanisme propre de l'organisme. Tous ces éléments, qu'ils soient naturels ou artificiels, peuvent être considérés comme une pression de sélection sur les micro-organismes pathogènes. On a ici un document qui nous montre une corrélation entre les quantités d'antibiotiques, la pénicilline en l'occurrence, et la résistance à cet antibiotique. Alors vous voyez que nous sommes les champions en France de l'utilisation totale d'antibiotiques, hein, il y a pas au-delà, et ça entraîne une forte résistance des bactéries, d'un type de bactérie qui est testé ici, aux antibiotiques. Et on peut donc dire qu'il y a une sélection des bactéries résistantes. Alors c'est vrai que si on veut pinailler, on peut dire que l'Espagne utilise un petit peu moins d'antibiotiques, ou Taïwan, ou la Chine, et a malgré tout une résistance un petit peu supérieure. Mais là, on est dans une bataille de chiffres de faible valeur. Alors pourquoi cette résistance aux antibiotiques? Eh bien parce qu'il y a une évolution des micro-organismes, et cette évolution des micro-organismes va nous amener à adopter des stratégies pour lutter contre. On parle de stratégie prophylactique. Une stratégie prophylactique, c'est donc un ensemble de moyens médicaux qui sont mis en œuvre pour empêcher l'apparition d'une maladie. Par exemple, des mesures d'hygiène, hein, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique dont vous avez maintenant beaucoup l'habitude, la vaccination quand elle existe, hein, on espère prochainement un vaccin pour la Covid. Voilà ces stratégies qui peuvent être envisagées. Alors ce premier document nous montre le virus de la grippe. Alors comme tout virus, il est fait d'une enveloppe,
Et à la surface de cette enveloppe, il y a différentes protéines, notamment des neuraminases, des hémagglutinines, qui sont présentées à la surface et qui vont être nécessaires pour que le virus pénètre à l'intérieur de la cellule qui va l'accueillir. On parle de cellules hôtes. Et ces protéines qui se trouvent à la surface de ces virus sont capables de changer très rapidement, de muter très rapidement, et donc le virus devient invisible pour le système immunitaire qui a préparé des défenses contre un virus qui possède telle hémagglutinine et telle neuraminidase, mais pas tel autre. Alors, ça vous rappelle sans doute un virus dont on a pas mal parlé, c'est le virus H1N1. Pourquoi H1N1? H pour l'hémagglutinine de type 1, N pour la neuraminidase de type 1. Il a fait beaucoup de dégâts, ce virus en l'occurrence. On a ici un arbre phylogénétique qui nous présente l'évolution du génome d'un virus grippal. Donc vous voyez qu'à partir d'un virus ancestral s'est formé la forme Victoria 27, puis un autre virus ancestral qui s'est dédoublé et qui a muté pour former tout un tas de variants auxquels on donne des numéros successifs. On voit ici des liens de parenté, on parle de phylogénie pour ces virus, donc qui se ressemblent, qui peuvent peut-être être contrecarrés par le même vaccin, sauf si le virus devient trop éloigné du virus de base. Alors la production de vaccins contre les virus, c'est vraiment l'actualité toute chaude là, fait intervenir de nombreuses étapes. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'attendre trop tôt. Il faut tout d'abord surveiller et collecter des données. C'est le boulot de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et des acteurs de santé locaux. Ils collectent donc des échantillons qui sont issus de patients dans le monde entier. Ils identifient les souches virales. Ensuite, ils partagent les données à l'échelle mondiale avec des bases de données publiques sur Internet, des collaborations entre chercheurs. Ils analysent cet ensemble de données sur l'évolution des souches virales. Il n'y a pas un pays qui fait seul son vaccin, même si certains se targuent de l'avoir déjà fait, etc. Il y a ensuite une phase de modélisation, c'est-à-dire des modélisations mathématiques, des calculs qui permettent de prévoir l'évolution des souches dominantes. Puis rencontre des comités d'experts pour les recommandations des compositions virales des vaccins de l'année en cours. Et enfin, développement des vaccins par les industries pharmaceutiques. Donc c'est pour ça que ça prend un certain temps. On nous annonce un vaccin peut-être début 2021, pardon, ou mi-2021. Eh bien, toutes ces étapes doivent être passées pour que ce vaccin soit efficace, qu'il soit sûr, qu'il soit contrôlé. On ne peut pas faire un vaccin à la va-vite. Ce qui nous amène à dire que l'évolution permet de comprendre les phénomènes biologiques ayant une importance médicale. L'évolution rapide des organismes microbiens nécessite d'adapter les stratégies prophylactiques, les vaccins et les antibiotiques. Tout ça, ça doit être adapté au cours du temps parce qu'il y a de la résistance, parce qu'un virus ça mute, parce que tout change au cours du temps. Dernier point de ce chapitre, comprendre, grâce à l'évolution, les risques liés à l'agriculture. Alors, il s'agit ici d'une tâche complexe à la page 225 de votre livre. On vous demande d'indiquer comment le mécanisme de sélection naturelle est mis en jeu en agriculture, comment et sur quelle échelle de temps il modifie la biodiversité des milieux agricoles.
On a donc ici un document qui nous présente les différentes étapes des pratiques agricoles. La domestication de la plupart des plantes cultivées date en effet de moins 10 000 ans, avènement de l'espèce Homo sapiens, on y reviendra, jusqu'à moins 3 000 ans, donc c'est une période assez longue. Concernant les pesticides, vous voyez qu'ils datent du début du XXe siècle. Alors les pesticides, ce sont les substances chimiques destinées à tuer les agresseurs de la nature, donc les agresseurs des cultures. Parmi ces pesticides, on en distingue de plusieurs types. Les herbicides qui détruisent les herbes que l'on ne veut pas, donc les plantes indésirables, qu'on appelle aussi des adventices. Les insecticides, comme leur nom l'indique, contre les insectes ravageurs des cultures. Les fongicides, fongiques c'est champignons, donc contre ces champignons. Alors vous avez ici de la domestication de plantes concernant le soja. Donc on a différentes variétés. La variété élite, Landrace et Wild. La variété élite, c'est la variété sauvage que l'on trouve en Chine, qui peut être cultivée mais qui n'a pas été domestiquée, c'est la variété initiale. Pas de sélection pour elle. Elle a des gros grains, mais seulement ces grains sont dans des gousses qui s'ouvrent à maturité. Donc là, si on veut récolter, il faut faire attention du moment où c'est à maturité. Les plantes domestiquées sont beaucoup plus hauts, déjà vous le voyez. Les gousses, c'est-à-dire les fruits qui contiennent les graines, sont de plus grande taille et restent fermés à maturité. La récolte est donc plus facile. La masse moyenne des graines des plantes domestiquées est 10 fois supérieure à celle des graines sauvages. La domestication, donc en agriculture, c'est la sélection par les humains des caractères qui les intéressent pour produire des plantes ou des animaux de la génération suivante. Ici, des graines plus grosses, des gousses plus grandes qui ne s'ouvrent pas pour le soja. Ce document, ce schéma, nous montre comment on est passé des plantes sauvages aux plantes cultivées contemporaines. Donc, on a une diversité d'individus dans la population sauvage. On cherche celles qui sont ce qui semblent les meilleures. Donc, on a déjà trié, on a déjà enlevé de la diversité. On sélectionne et on emmène des graines, par exemple, et on obtient des variétés locales. Et les variétés modernes, elles ont vraiment perdu beaucoup de leur diversité génétique. Si on était à 2,4 ici en diversité génétique, unité arbitraire, on arrive à 1, donc une faible diversité génétique. Sélection et migration entraînent une perte de la biodiversité, c'est ce qu'il faut retenir. Ici, nous avons deux documents qui nous montrent, qui nous expliquent d'une part les produits phytosanitaires. On peut dire, d'après ce document, que la monoculture, c'est-à-dire la culture de plantes génétiquement identiques, pousse à utiliser des produits phytosanitaires, qu'on appelle aussi des pesticides, parce que comme la population est homogène, si une plante est touchée, tout le champ va être touché. Ce document 5 ici nous montre que les plantes deviennent de plus en plus résistantes au glyphosate, donc vous avez peut-être entendu parler, c'est une molécule qui est beaucoup en débat à l'heure actuelle. C'est un herbicide donc qui détruit les adventices, mais qui a très large spectre, donc ça détruit beaucoup de plantes indésirables, mais c'est aussi néfaste pour l'environnement. Les insectes deviennent eux aussi résistants aux produits qu'on appelle des néonicotinoïdes. Vos camarades nous en parleront plus en détail. On a donc ici un dernier document qui nous montre l'apparition au hasard d'une mutation conférant aux pucerons la capacité de résister aux nicotinoïdes.